entière pendant un an à parler de tout ça. Et Galabru m'expliquait que jusqu'à 50 et quelques années, il n'avait pas trouvé son public, et que ça prend beaucoup d'années. Et nous, on sait ça aussi. C'est que ça prend. Aujourd'hui, nous, il peut nous arriver n'importe quoi sur scène, mais je pense qu'il y a 20 ans ou 15 ans, on n'aurait pas réagi pareil. On aurait peut-être annulé la représentation en disant le décor est cassé, excusez-nous. Là, on dit non, the show must go on, c'est notre job. C'est ce qui fait le charme. Moi, par contre, je perçois une aura. Je suis très empathique, c'est-à-dire que je sens l'énergie des personnes, y compris les énergies brisées, y compris les fêlures, etc. Et cette perception du monde comme un buvard fait que oui, je suis un écrivain. Donc la vie m'inspire. Et c'est pour ça qu'on se sent proche de vos personnages et de vos livres. Ils viennent de... C'est nous, quoi. Et c'est inépuisable, parce que je trouve que les êtres humains sont d'une complexité et d'une richesse inépuisable. Et j'arrive, j'ai dit, voilà Guy, moi je me moque, je suis un petit clown de banlieue, je me moque jamais des gens qui sont en dessous de moi, donc je ne critique que les puissants, que les très très forts, que les meilleurs. Charlie Chaplin serait là, je me moquerais de lui. Et là, je vous jure que c'est vrai, il me regarde, il sourit, il fait... Continue. Petite question sur Jean-Pierre Bacri, voilà, qui nous a quittés récemment. Est-ce qu'il était dans la vie comme on le voit dans ses films, c'est-à-dire toujours un peu, entre guillemets, râleur, jamais content voilà, son personnage. Si vous saviez comme cette étiquette l'emmerdait. Comment ? Cette étiquette l'emmerdait, mais totalement. Ah oui ? D'accord. Non, c'était pas du tout un mec bougon, c'est un mec totalement... voilà, j'ai du mal à parler de Jean-Pierre, c'est un ami, un frère, et voilà, extrêmement généreux, mais pudique, extrêmement pudique, donc on mélange pas tout, quoi. Détestant la familiarité, il choisissait ses amis, sa famille, et voilà, et donc il était assez, il se protégeait du monde extérieur, d'où cette attitude parfois... il n'aimait pas la familiarité. Donc à partir de là, voilà, ça veut tout dire. Mais c'est pas du tout un mec beaucoup, c'est un mec très drôle. C'était extraordinaire parce que j'avais emmené mon téléphone portable dans le sac à dos. Oui. J'avais complètement oublié parce qu'il y a l'effort, il y a plein de choses. Bon, il faut s'alimenter, il faut faire attention à chaque pas. Il y a des endroits quand même un peu risqués. Et en redescendant du Mont Blanc après avoir fait le sommet, le téléphone sonne. Mais on est encore à presque 4000 mètres d'altitude. Il sonne, et c'est celui qui était le chef des sports de l'époque, Daniel Bilalian. Ah, mais on connaît Daniel Bilalian. Qui m'appelle et qui me dit « Gérard, rentre vite, tu vas représenter Stade 2 ». Parce que Stade 2 était en train de piquer, les audiences étaient en train de piquer. Il me dit la semaine prochaine, c'est toi qui reprends Stade 2. Là, on était début septembre. Je dis écoute. Je dis en train de descendre. Ok, je fais mon sac et je rentre. Et j'ai refait Stade 2 3 ans. Ouais. C'est Michel Bouquet un jour qui m'avait dit c'est une grande chance de ne pas avoir eu de père. Alors bien sûr, cette phrase n'appartient qu'à lui, mais je comprends ce qu'il a voulu dire. Parfois il y a des amours qui sont trop forts, trop grands, qui vous étouffent. Et Gary a su quand même s'en libérer par le haut, c'est-à-dire qu'il a fait de sa vie quelque chose d'étonnant. Et il a été un grand écrivain, ça s'est fait. Il est le seul à avoir reçu 2 fois le prix Goncourt. Oui, une fois sous le nom de Gary, une fois sous le nom d'Ajar. Il faut expliquer pourquoi, parce que normalement, le prix Goncourt n'est décerné qu'une fois à un écrivain. Donc comment s'est-il débrouillé pour avoir 2 fois le prix Goncourt ? Il a changé son nom. Il a écrit sous le nom d'Émile Ajar. C'est ça. Et avec La vie devant soi, écrit donc sous le nom d'Émile Ajar, il a eu ce prix Goncourt. Et alors, moi j'ai une question. Tu as du temps pour la vie privée Tout ça. Très bonne question, oui. Bonne question. Parce que comment tu fais T'es 24 heures sur 24 à t'entraîner Yves, quand elle pratique son sport, elle est dans sa vie privée. Non, mais je parle de la vie sentimentale. Ah, on rentre dans l'indiscrétion alors. Non, mais pourquoi tu... Pourquoi quoi? Non, mais parce que tu... Quoi? Non, mais je disais que... Ouais. Non, parce que, tu vois, t'as un petit peu de mal aussi, on dirait... Tous les lundis soirs vers 20h, nous jouons au catch chez Chambourcy. Il y a sa fille Blanche et sa sœur, et son futur gendre est là aussi. Alors moi je voulais savoir, puisque justement tu es tout seul. Là, oui, dis-moi. Ouais, balance un peu. Dans votre compagnie. Là. Ouais. C'est qui le dindon?
Il y a des histoires, il y a des... Ah déjà, quoi, bim, toutes 5 minutes, il veut les dossiers, quoi. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que c'est? En fait, à chaque fois que Yves est un peu trop lourd, bravo. Quand Yves est un peu trop lourd, l'alarme se déclenche. Jean Castex? Non, Jean Castex, je ne l'ai pas travaillé, mais je peux vous faire Édouard Baird, par exemple. Ah oui, parce que vous savez... oui. Alors, La Cagnotte, est-ce un bon spectacle? Vous savez, je ne sais pas s'il y a des bons, des mauvais spectacles. Je crois simplement qu'il y a des spectacles qui se bâtissent sur les rêves, sur la folie des hommes, sur les vicissitudes, les petits grains de sable qui grippent parfois l'horlogerie, je dirais la mécanique du destin. Et c'est assez troublant de se dire d'ailleurs que finalement, nous sommes tout un chacun soumis aux aléas du destin, que hop, voilà, le moindre incident peut changer radicalement la physionomie d'une existence et le cours d'une vie. Alors là, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est la folie, les gens scandent la cagnotte dehors. Et alors moi, quand je suis allé à ton spectacle, honnêtement, je te le dis, je pensais que j'allais voir 2-3 spectateurs. Et c'est complet, c'est plein. Les gens se précipitent pour aller suivre un cours de mathématiques, une formation de mathématiques. C'est incroyable. Et peut-être justement parce que ce n'est pas un cours de mathématiques. Tout à fait. C'est un spectacle. Oui, mais en fait, je montre le visage des mathématiques dont je regrette qu'on ne parle pas beaucoup plus souvent, parce que pour être très bref, on associe souvent mathématiques avec technique de calcul. Oui. Et ça, je pense qu'il y aurait une vraie distinction à faire dans l'enseignement des mathématiques. C'est qu'à mon avis, on rebute des gens qui pourraient être attirés par la pensée mathématique, la culture mathématique, mais forcément, on y mélange beaucoup trop les techniques de calcul. Un samedi matin, je me fais réveiller par des grands coups tapés à ma porte avec quelqu'un qui crie « Il y a une fuite de gaz dans l'immeuble, sortez, sortez, l'immeuble va exploser ». Bon, ok. Donc, du coup, pas de panique. Voilà, pas de panique, tout va bien. Donc du coup, donc, tous les voisins en fait sortent devant l'immeuble en attendant les pompiers. Et donc devant l'immeuble, il y avait la gardienne qui était, elle, en larmes, mais vraiment, ça fait 40 ans qu'elle est dans cet immeuble, elle était en pleurs, elle disait « mais je veux pas perdre, tous mes souvenirs sont là, toute ma vie est là, je veux pas que ça explose, nanana. » Et puis à côté d'elle, il y avait son mari, qui était d'un calme olympien, mais vraiment, qui la regardait, qui la touchait, qui regardait le ciel, qui souriait, et qui était mais vraiment très calme et très détendu. Et donc le contraste entre les deux était vraiment choquant et très fort. Et après, j'ai appris un peu plus tard que ce monsieur avait Alzheimer. Et en fait, le contraste entre cette dame qui avait peur de tout perdre, mais qui n'avait encore rien perdu, et lui qui avait déjà tout perdu, mais qui finalement le vivait plutôt pas mal. Oui, finalement, ça a des avantages. Oui, voilà, peut-être aussi. En fait, c'était tellement fort que je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on vivrait notre vie si on savait qu'on allait tout perdre, en fait? Et de là, c'est parti direct, et j'ai eu ce personnage de Sophie Carmin qui m'est apparu, et j'ai écrit le texte en très peu de temps. Mais j'ai fait un peu de cinéma avec Chabrol, avec Lelouch et avec Fellini, c'est les trois grands avec qui je tournais, mais j'ai jamais trouvé dans le jeu au cinéma l'émotion que j'ai au théâtre, même ici dans le off, même s'il n'y a que 20 personnes dans la salle, c'est irremplaçable. Le cinéma, on passe sa vie à attendre. Alors, c'est ce que j'aimais, parce qu'à Cinecittà, je regardais tout. J'étais avec Donald Sutherland, avec Cinecittà, voilà, le donc studio en fait, italien de l'époque. Enfin, voilà, oui, les studios de Fellini. Les studios de Fellini. Alors, l'expérience était extraordinaire. Mais après, vous passez votre vie à attendre sur une chaise quand vous faites du cinéma. Quoi. On vous maquille à 6h du matin, et dans le meilleur des cas, vous tournez à 15h, sinon c'est le lendemain, on vous redémaquille. Enfin, vous êtes venu pour rien. Donc, je ne suis pas habitué à ça, moi. Et ça ne vous va pas, parce que vous avez l'énergie, on le voit sur scène, ça n'arrête pas. Voilà. Mais l'expérience de studio, ça c'était passionnant, vraiment. Et pareil avec Chabrol, avec Lelouch. Mais sinon, bon, c'était pas le... Normal, il me faut le public, quoi. C'est horrible de dire ça aux comédiens, parce que s'ils le savaient, c'est terrible. Mais en fait, en quelques secondes, tu sais tout de suite que ça va pas le faire. Et comment tu sais? Parce que, encore une fois, tu as quand même une idée assez précise de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, en tout cas. Donc, ça va assez vite. Tu peux... Alors, quand tout d'un coup, il y a une fenêtre, un espoir ou un truc qui t'interpelle, là, à ce moment-là, tu peux commencer à creuser, à fouiller. Après, tu peux hésiter entre trois personnes, mais après, il y a des gens, c'est immédiatement, tu le sais que ça ne le fera pas. Pourquoi? Parce que elle dégage pas ce que tu attends du personnage. C'est pas contre la personne, c'est pas contre voilà, c'est par rapport à un rôle. Tu veux dire que pour l'équivalent d'un sac plastique qu'on a utilisé une fois, il faut utiliser 130 fois un sac en coton? Exactement. Oui, mais on n'utilise jamais un sac en coton pour le jeter tout de suite derrière. Voilà. Oui, 130 fois, c'est rien. C'est un tiers de l'année. C'est un tiers de l'année, c'est vrai, tu as raison. Tu peux pas commencer à me chercher. Tu serais pas en train d'essayer de me dire que c'est mieux un sac en plastique qu'un sac en coton? J'ai pas dit ça.